Une écrasante majorité d'entre vous a préféré sortir et aller sonner à l'interphone. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to? Je décide de sortir de la voiture pour aller sonner à l'interphone. Clara me taquine alors. Si un psychopathe débarque de la forêt avec une tronçonneuse, je te préviens, on se barre sans toi. Après un rire nerveux, je prends quand même le temps d'observer la forêt en question. Mais à part un épais brouillard, il n'y a rien. À l'extérieur, l'air est frais et revigorant. Il transporte une odeur d'humidité et de terre qui me remplit les narines. Le calme environnant n'est perturbé que par le craquement des arbres agités par le vent. Il me faut patauger dans le chemin boueux pour accéder à l'interphone. Je jette un regard amusé à l'épouvantail ensanglanté qui fixe de son regard inexistant la route devant lui. La colonne en briques sur laquelle est accroché l'interphone a sûrement plus de 100 ans, ce qui contraste énormément avec l'appareil. J'appuie une première fois sur la sonnette. Rien. Au loin, le cri d'un corbeau déchire le calme ambiant. J'attends quelques secondes, puis j'appuie une deuxième fois. Toujours rien. Je me retourne vers la voiture, où mes amis se jettent des regards mi-surpris, mi-intrigués. Clara me fait signe d'essayer encore, en agitant l'un de ses pompons tachés de sang. Alors que je lève le bras pour appuyer une troisième fois sur le bouton, l'épouvantail à ma droite tourne lentement sa tête vers moi. Le silence de cette campagne isolée devient plus oppressant que jamais, et les poils de mes bras se sont hérissés d'un coup. Le mannequin pousse un long cri strident, auquel répondent en écho les hurlements terrifiés de mes amis qui assistent à la scène depuis la voiture. La chose tend son bras et tente de m'agripper. Je recule en lâchant un bruit étouffé et glisse sur une feuille morte. Je me retrouve par terre, complètement terrorisé. Du coin de l'œil, j'aperçois Clara qui est passée sur le siège conducteur et qui, les mains tremblantes, démarre le moteur pour s'enfuir. Soudain, l'épouvantail lance un rire gras tout en arrachant sa tête. Je m'apprête à hurler plein poumon, mais... Victoria ? Dans son déguisement d'épouvantail, Victoria est littéralement morte de rire. Je comprends alors que je me suis fait avoir, et en beauté. Elle me pointe de son doigt de paille, tourne la tête vers les visages livides de Clara et Lucille et se met à rire de plus belle, pliée en deux. Oh, les têtes que vous faites! C'est énorme! Vous êtes les premiers avec qui ça marche aussi bien. Oh, j'ai mal au ventre à force de rire. Elle est obligée de se calmer et de reprendre son souffle. Clara et Lucille nous rejoignent, puis se mettent à rigoler à leur tour, essayant de dissimuler à quel point elles ont eu peur. Oh là là. Victoria se calme, puis s'adresse à nous en prenant un air pompeux de majordome. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans le domaine d'Amarante. Avant tout, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis tout ce temps. Nous sommes tous curieux d'en savoir plus, mais elle reprend. Les questions, ce sera pour plus tard. Si vous voulez bien vous donner la peine, je vais monter avec vous dans ce véhicule afin de rejoindre le manoir. Parce que bordel, vous êtes en retard. Je me les suis gelés pendant 15 minutes pour vous faire peur. Allez, on y va. Sacha et toute sa bande montent alors dans la voiture et filent en direction du manoir en 04. Nous ne mettons pas longtemps à arriver au manoir. En chemin, Victoria n'a pas arrêté de nous bassiner avec la soirée, nous assurant qu'elle allait être mortelle et inoubliable. Fidèle à elle-même, Lucille a continué de bouder. Clara, elle, a atteint un stade de surexcitation que je n'ai rarement vu. Quant à moi, concentré sur ma conduite, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer silencieusement le manoir, tandis qu'il devenait de plus en plus imposant à notre approche. Je suis partagé entre la fascination et un sentiment que je ne parviens pas à définir. Va te garer de l'autre côté de la fontaine. Il y a moins de boue. Ça nous évitera de finir tout dégueu. D'ailleurs, t'es déguisé en quoi? En Michael Jackson dans Thriller? J'approuve d'un signe de tête, tout en roulant pour dépasser la fontaine. Stylé! Par contre, la petite sacoche, ça le fait moyen. Je sais, Clara arrête pas de me saouler avec ça. Dans ma veste, j'ai qu'une toute petite poche où mon téléphone rentre à peine. Faut bien que je mette mes clés et mes papiers quelque part.
Alors que je m'apprête à couper le contact, je constate que mes phares illuminent un jardin très particulier, légèrement en contrebas de la colline. Il est entouré d'un grillage et j'aperçois des pierres tombales. Ah ouais, t'as été loin dans la déco. Absolument pas. C'est un cimetière personnel. Je crois qu'il a toujours été là. Quand on a emménagé il y a 6 ans, mes parents avaient prévu de le faire retirer, mais ils n'ont jamais eu le temps. À mesure que Victoria raconte son histoire, le visage de Lucille devient livide, derrière les peintures de guerre de son maquillage. Elle lâche à mi-voix. C'est super glauque. Il y a des morts dans ton jardin. Oh, petite chochotte. Moi, je trouve ça cool. Je vous raconte pas les soirées de dingue que nous avons pu passer là-bas, mes cousins et moi, à nous foutre la trouille. À la tête que fait Lucille dans mon rétroviseur, je me doute qu'elle approuve moyennement. Clara, elle, n'en peut plus d'attendre. Bon, soit vous passez la soirée ici à contempler 3 pauvres cailloux, soit vous m'accompagnez pour la noyer dans l'alcool. Honnêtement, le ton qu'elle a employé ne laisse pas réellement place au choix. Nous sortons donc de la voiture, ce qui me permet de contempler le manoir. Il se dresse dans cette nuit d'octobre comme une gigantesque créature, pointant vers le ciel nuageux les griffes de ses hauteurs pointues. La pierre sombre des murs se mêle aux charpentes en bois qui soutiennent toiture, fenêtres et balcons. Le bâtiment est un véritable monument, parfaitement rénové et bien entretenu. 2 étages au-dessus de ma tête se dressent des lucarnes circulaires qui donnent sur les combles, sans lumière. Les poils se dressent sur ma nuque. J'ai l'impression que, tout comme je suis en train de le faire, la demeure me scrute. Mon regard se porte sur les parterres qui bordent le manoir, où une unique plante pousse en abondance. Au milieu des feuilles vertes, des épis fleuris d'un rouge sang ressortent et me rappellent la fleur que j'ai vue sur les décorations du portail. Je demande donc à Victoria ce que c'est. Ça pousse tout seul, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Mes parents sont souvent en déplacement, comme ce week-end. Du coup, ça les arrange bien de pas avoir à s'occuper du jardin. Cette plante, c'est le symbole de la famille qui a construit ce manoir, des Amarantes. D'ailleurs, c'est pour ça que cet endroit s'appelle le domaine d'Amarante. Mais t'inquiète, j'ai une super histoire à vous raconter là-dessus ce soir. Patience. Arrivé près du porche d'entrée, je constate qu'ici aussi, Victoria a vu les choses en grand. Les décorations du portail, à côté, c'était de la blague. Il y a des citrouilles sculptées à ne plus savoir qu'en faire. Un faux cercueil de vampire, un chaudron dans lequel flotte un enfant en plastique, une tête humaine coupée mais animée, et une montagne d'autres choses que je n'ai pas le temps de voir, tant Clara nous pousse à entrer dans la demeure. Chaud devant, la soirée c'est à l'intérieur. Nous passons l'imposante porte en bois sculpté pour nous retrouver dans le hall d'entrée du manoir. Immense et incroyable, il se dévoile dans une ambiance tamisée et légèrement oppressante, digne du plus grand film d'horreur. Un magnifique escalier de marbre circulaire conduit au premier étage sur l'un de ses côtés. Un zombie et un alien y discutent, un verre à la main. Au-dessus de leur tête, suspendu au milieu de la pièce, se trouve un énorme lustre capable de supporter au moins une centaine de bougies. Inutilisé, il est chargé de toiles d'araignée tellement réalistes que je me demande si elles ne sont pas vraies. La porte claque dans mon dos et vient interrompre ma contemplation. Allez, ciao les nazes. Mon taux d'alcool crie famine. On se retrouve au bar. Du coin de l'œil, j'aperçois Lucille qui ne peut pas s'empêcher de lui glisser un regard penaud. Je prends malgré tout le temps de terminer mon observation du hall. Une dizaine de personnes déambulent en discutant un peu partout dans la pièce. Plusieurs haut-parleurs diffusent une musique d'ambiance glauque qui lance de temps à autre des hurlements lointains d'agonie. Il y a quelque chose de très angoissant dans cette scène. Tout ce qui ne fait pas partie du manoir, les décorations criardes, les costumes grotesques et, aussi bizarre que ça puisse paraître, les gens me semblent totalement en décalage avec le lieu. Je suis persuadé que sans tout ça, il doit être 100 fois plus angoissant. Et je n'imagine pas un seul instant passer une nuit seule ici. Pendant une seconde, un visage féminin sublime, aux yeux bleus, attire mon regard dans la foule des invités. Je tends le cou pour essayer de le voir un peu mieux, mais le perds finalement de vue. Il fait bien trop sombre. Vous pouvez laisser à Sacha la possibilité de retrouver la fille parmi les invités en 06 ou bien lui faire rejoindre Clara au bar en 05. Enfin, vous pouvez également lui faire engager une discussion avec Lucille en 07.